Bonjour à tous, bienvenue au lancement du livre La crise climatique à l'aube d'un monde incertain, qui fait surtout office du tout premier bar des sciences virtuelles organisé par le Climatoscope. Climatoscope qui est non seulement une revue de vulgarisation scientifique qui porte sur les changements climatiques, mais aussi un lieu d'échange et de discussion entre scientifiques, experts et citoyens concernant les enjeux climatiques. Donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Maude Carmel, je serai votre animatrice aujourd'hui. Je suis chroniqueuse, animatrice, rédactrice pigiste. La majorité de mon contenu s'inscrit dans l'action climatique et vous pouvez me suivre sur Instagram et YouTube sous le pseudonyme Bravo Maude. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce bar des sciences, on va amorcer une discussion entourant le dit ouvrage, qui est d'ailleurs paru aux presses de l'Université du Québec en septembre dernier et qui établit un lien nécessaire entre la crise climatique et la crise sanitaire. Dans un monde aussi imprévisible, c'est nécessaire de dresser un portrait solide de la société pré-COVID pour bien se préparer à ce qui nous attend demain. Donc, pour ce faire, on va entendre aujourd'hui les autrices et les auteurs de l'ouvrage qui viendront échanger sur les possibilités de relance verte, sur les liens entre crise sanitaire et crise climatique, sur la mobilisation des jeunes ainsi que sur les changements de comportement. Donc, je vais commencer par laisser la parole à trois des quatre auteurs du livre qui font les trois parties du corps professoral de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Il y a donc Annie Chaloux, professeure adjointe, aussi co-directrice du groupe d'études et de recherche sur l'international et le Québec et directrice de la revue Le Climatoscope. Nous aurons ensuite Hugo Séguin, chargé de cours, aussi fellow au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, doctorant en études environnementales à l'Université de l'Oregon et conseiller principal auprès de Copticom. Et finalement, on a Philippe Simard, professionnel de recherche ici à l'université, mais aussi chercheur pour le GERIC et qui travaille également comme chargé de projet chez Copticom. Donc, bonjour tout le monde. Je me permets peut-être comme première intervenante aujourd'hui de vous situer peut-être le contexte de l'ouvrage. On ne vous a pas présenté notre quatrième autrice là, de l'ouvrage, qui est Catherine Gauthier, puisqu'elle va avoir une période tout à l'heure pour discuter avec vous de manière beaucoup plus détaillée, ainsi qu'avec d'autres panélistes, pour nous permettre d'ouvrir sur les réflexions puis les débats qui entourent la pandémie et la lutte au changement climatique dans le contexte mondial. Et donc, pour vous situer l'ouvrage, juste vous dire rapidement que cet ouvrage-là, c'est le résultat de 3 ans de travail. C'est un travail qui a permis de consolider l'expertise des 4 collègues auteurs et autrices, 4 amis, 4 collaborateurs de longue date. Simplement, vous situer aussi que nous enseignons ensemble les négociations climatiques internationales depuis plus de 10 ans. On a formé des dizaines d'étudiantes et d'étudiants à la réalité des négociations sur le climat. Et en plus, on leur a permis, grâce à l'élaboration de délégations d'étudiants, d'assister comme observateurs aux conférences des Nations unies sur le climat qui sont offertes annuellement. Et donc, quand on a décidé de faire cet ouvrage-là, l'idée, donc, c'était d'offrir des clés de compréhension de la crise climatique internationale et on souhaitait la situer à l'aube de la COP26, donc celle qui aurait dû avoir lieu en ce moment même en Écosse. Et dans le cadre de ces négos-là, l'année 2020 était d'ailleurs une année très importante parce que c'est cette année où les États devaient proposer des nouvelles contributions nationales, des contributions qu'on dirait plus ambitieuses face à la lutte au changement climatique pour qu'on puisse s'approcher de leur objectif ultime de l'accord de Paris. On visait aussi la finalisation des règles de l'accord de Paris pour permettre également sa pleine mise en œuvre. Malheureusement, la pandémie mondiale, donc de la COVID-19, est vraiment venue bouleverser tout ça. Non seulement on a dû rapidement annoncer un report de la COP26 à 2021, donc à l'année prochaine, mais aussi la crise de la COVID-19 est venue littéralement donner un choc extrêmement violent à notre système socio-économique mondial. Temporairement, nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale ont chuté considérablement, mais aussi la COVID a littéralement ébranlé le libre marché et la mondialisation. La COVID est aussi venue pour nous, comme auteurs, comme chercheurs, c'est devenu aussi une opportunité pour réfléchir et proposer des avenues pour revoir nos façons de faire, réfléchir autrement aux manières de répondre à la crise climatique. C'est donc, notre ouvrage a pris un nouveau sens avec cette crise-là, parce qu'avec cette fracture que la COVID a entraînée, bien, notre ouvrage permet de situer un monde que l'on quitte, nous permet de dresser un état de situation du mode pré-COVID qu'on vient de quitter. L'ouvrage nous permet aussi d'offrir des clés de compréhension des principaux enjeux climatiques et énergétiques internationaux et nous permet aussi d'analyser les transformations de l'économie politique internationale
face à ces objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Puis aussi, ça nous permet d'introduire certaines réflexions sur les changements relatifs au système énergétique mondial, tant sur le plan structurel, mais aussi parmi les acteurs qui œuvrent autour de cette réforme-là. Et bref, notre ouvrage, au terme de notre travail, nous a permis de dresser un portrait qui est malheureusement très sombre de la situation climatique et énergétique actuelle. On a donc construit cet ouvrage-là autour de l'idée d'en faire un manuel de référence sur la crise climatique et on a décidé de le subdiviser en grands chapitres, mais en grandes sections qui nous permettent de réfléchir sur différents aspects et de remettre en question ultimement nos réflexions sur notre manière de faire et de répondre à la crise climatique. Et donc, rapidement, on a divisé l'ouvrage en 5 chapitres et je vais peut-être terminer rapidement mon intervention en vous présentant sommairement les 2 premiers chapitres, puis je vais vous laisser par la suite auprès de mes collègues qui vont pouvoir vous présenter la suite. Et donc, le premier chapitre présente en tant que tel les fondements puis l'évolution de toute la science climatique qui s'est organisée depuis 30 ans et qui a permis littéralement non seulement une prise de conscience de l'enjeu des changements climatiques sur la scène internationale, mais aussi de permettre de mettre à l'agenda politique l'enjeu des changements climatiques. Donc, on y présente d'une part l'évolution du GIEC, on y présente aussi les principaux rapports qui ont été fournis par cette instance-là, mais aussi ce chapitre nous permet de réfléchir à certains questionnements et certains enjeux qui entourent la science du climat aujourd'hui. Notre deuxième chapitre, lui, concerne davantage tous les impacts des changements climatiques. Donc, on a souhaité s'attarder sur les impacts sur la biodiversité, sur les phénomènes hydriques, sur la désertification, sur la santé publique, sur la sécurité humaine. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en lumière la nécessité pour les gouvernements, mais aussi pour les communautés, de mettre en place des stratégies d'adaptation et de résilience face aux impacts des changements climatiques, parce qu'on le voit désormais de plus en plus, les réductions d'émissions ne pourront pas suffire pour répondre à la crise actuelle et à venir. Donc, je vous laisse rapidement, je cède la parole à mon collègue Philippe Simard qui pourra poursuivre avec la présentation d'autres thématiques qui sont exposées dans cet ouvrage. Merci. Oui, donc, merci Annie pour cette rapide mise en bouche. En fait, j'aimerais d'abord féliciter et remercier Annie qui, durant les 4 dernières années, a su coordonner d'une main de maître, disons-le comme ça, notre petite équipe pour la rédaction et la publication de cet ouvrage. Donc, merci beaucoup Annie pour ton travail de maître. Comme l'a dit Annie, notre ouvrage s'intéresse, oui, à la science du climat et à l'adaptation au changement climatique, mais s'intéresse aussi et beaucoup à la question de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et également à la transition énergétique. Donc, sur la question de l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, vous remarquerez que le chapitre 3 de notre ouvrage dresse un portrait, disons, assez sombre des trajectoires d'émissions des plus importants pollueurs de la planète. On parle ici des États comme la Chine et les États-Unis, par exemple, mais on parle aussi de l'industrie pétrolière et de l'industrie lourde qui, dans tous les cas, n'en font toujours pas assez pour limiter leurs émissions à un niveau qui nous permettrait d'atteindre les cibles de l'accord de Paris de 2 degrés Celsius et de 1,5 degrés Celsius. En fait, les engagements actuels des États, qui, doit-on préciser, peinent déjà à être respectés, laissent plutôt présager un réchauffement de 3 degrés Celsius, voire 5 degrés Celsius d'ici 2100, ce qui aurait des impacts là, dévastateurs pour les sociétés et les écosystèmes. Et on va sans doute l'évoquer plus tard dans le panel, mais les réductions des émissions de gaz à effet de serre causées par la pandémie risquent seulement d'avoir des effets à court terme sur nos trajectoires d'émissions si on ne profite pas de la relance économique post-pandémie pour transformer notre économie qui, encore, s'appuie beaucoup trop sur les énergies fossiles, donc sur le charbon, le pétrole et le gaz naturel. C'est d'ailleurs une des principales conclusions du chapitre 4 de notre ouvrage, c'est que la composition du bouquet énergétique mondial, donc la manière dont on s'alimente en énergie à travers le monde, dépend encore beaucoup trop des énergies fossiles. En fait, on estime que depuis les années 2000, environ 80% de la demande énergétique mondiale est comblée soit par le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, et ce, malgré le fait que les énergies renouvelables soient de plus en plus populaires. Et ça s'explique essentiellement par notre dépendance aux énergies fossiles, mais aussi par le fait que la population mondiale et l'économie mondiale continuent d'augmenter d'année en année et que ces augmentations-là
doivent être supportés par une offre toujours plus importante en énergie. Et on fait donc face ici à un défi qui est double, qui est donc de répondre à la demande en énergie qui ne cesse de croître à l'échelle mondiale et surtout dans les pays en développement, tout en s'assurant, et c'est là qui est le défi, tout en s'assurant une transition énergétique qui nous mènerait vers un avenir plus sobre en carbone et en ligne avec les cibles de l'accord de Paris. Donc, est-ce que c'est réalisable de relever ce défi-là? Oui, définitivement. Mais est-ce que ça va être facile? Eh bien, non, malheureusement, vous vous en douterez. En fait, ça va nous demander d'être beaucoup plus ambitieux à l'égard du climat. Il va falloir, d'une part, investir massivement dans les énergies renouvelables et, d'autre part, de mettre fin à notre dépendance aux énergies fossiles. Et le dernier chapitre de notre ouvrage porte justement sur les outils qui sont à la disposition des États pour accélérer la transition vers un avenir plus sobre en carbone. Donc, on parle, par exemple, de la tarification du carbone ou de la fin aux subventions aux énergies fossiles, par exemple. Et enfin, notre ouvrage se conclut par une réflexion, disons, confrontante, mais surtout importante sur notre propre rapport à la croissance et à la consommation. Et je vais ici laisser la parole à Hugo, qui va nous faire part de cette réflexion, disons, nécessaire. Donc, Hugo, je te passe la parole. Oui, bonjour tout le monde. Je me joins à mon collègue Philippe pour te féliciter, Annie, encore une fois, pour ton leadership. Hein. Sans toi, ce genre de projet-là ne pourrait pas voir le jour. Je remercie aussi mes collègues hein, parce que c'est vraiment un travail collectif. On n'y serait pas arrivé si on n'avait pas travaillé ensemble là-dessus. On a voulu conclure notre ouvrage sur une perspective qui est plus critique parce que de la façon classique de penser la transition énergétique, je dirais le mainstream, classique à l'international, c'est de la présenter comme étant compatible avec le système économique actuel dans lequel nous sommes, un système économique qui est basé sur le fonctionnement de l'économie de marché et sur deux piliers hein, qui sont indissociables de l'économie de marché, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas de limite à la croissance et il n'y a pas de limite non plus aux ressources naturelles qui alimentent cette croissance-là, ni à la capacité des écosystèmes à absorber la pollution ou les externalités qui sont associées à cette croissance infinie. Alors, on ne remet pas ça en question dans les cercles habituellement plus conservateurs, mais on s'est donné le mandat de terminer avec cette conclusion-là en disant, mais si on faisait fausse route, parce qu'on fait tout. À l'heure actuelle, on fait reporter la lutte au changement climatique à peu près essentiellement sur des transformations technologiques. On change de carburant pour un autre carburant, on prend des véhicules à essence, ça devient des véhicules électriques. Est-ce que c'est possible de continuer comme avant, seulement à travers la technologie, alors que la population mondiale est en croissance et que cette population mondiale-là est en demande d'une plus grande capacité de consommation? Donc, l'idée de vouloir consommer plus par habitant est très, très présente. Alors, on arrive à la conclusion, on vous soumet la conclusion qu'il faut qu'on se pose sérieusement la question de la décroissance, c'est-à-dire pas la décroissance nécessairement de la population mondiale. La population mondiale pourrait continuer à croître sans problème si on pouvait assurer un minimum à tout le monde. C'est la surconsommation qui est problématique et on ferme l'ouvrage avec cette lancée-là, cette ouverture-là sur la question de la décroissance. Comme Lani l'a dit, ce n'est pas un livre qui a été conçu au départ pour nous parler de la COVID ou de l'impact de la COVID sur la lutte au changement climatique. C'est la fatalité qui a fait en sorte que le livre sort en pleine pandémie. C'est ce qui nous permet de dire que le livre est une photo d'un monde qu'on quitte pour pouvoir nous aider à analyser le monde dans lequel on est en train d'entrer. Et c'est pour ça qu'on a prévu le panel qui suit, où on se dit, d'une part, il y a un choc, il y a une rupture qui est créée par une pandémie, par une crise sanitaire, et on demande à un de nos collègues de nous expliquer d'où vient cette crise-là, quelles sont les sources, qu'est-ce qu'il faut apprendre de cette pandémie. Et après ça, on ouvre sur 3 autres de nos collègues qui vont porter un focus un peu plus affiné sur 3 éléments importants quand on réfléchit à l'impact sur l'impact de la COVID sur la lutte au changement climatique, c'est-à-dire la question de l'aménagement du territoire et des transports, la question des plans de relance,
la question de la société civile et de sa mobilisation. Donc, je m'arrête là et je repasse la parole à Maude pour la suite. Merci. Merci beaucoup, Hugo. Ben, merci à vous trois, Annie, Philippe, Hugo. Alors, je vais passer le flambeau à Gabriel Blouin-Genet, qui est professeur adjoint en politique à l'Université de Sherbrooke et qui travaille sur les enjeux de santé mondiale. Gabriel est d'ailleurs directeur scientifique pour les projets de santé internationale à l'Université de Sherbrooke, cofondateur du Climatoscope et responsable de l'axe gouvernance mondiale d'un projet de recherche portant sur la COVID-19. Gabriel va nous expliquer comment les enjeux de santé et d'environnement sont interreliés. Donc, à toi, Gabriel. Donc, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci beaucoup là, pour votre présence. Évidemment, félicitations aux auteurs, aux autrices de l'ouvrage. Ouvrage évidemment essentiel aujourd'hui et ouvrage que j'ai parcouru évidemment avec grand plaisir. Donc, à partir de ce tableau un peu sombre, on peut le dire, mais qui nous amène à nous questionner, comme l'a bien mentionné Hugo, sur nos modes de développement. Eh bien, moi, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour réfléchir ensemble aux liens qui unissent finalement les deux grandes crises contemporaines que l'on vit actuellement. Donc, d'un côté, comme ça a été bien présenté, la crise environnementale, la crise liée au changement climatique, pas que, hein, il y a d'autres enjeux environnementaux aussi, évidemment, et celle sanitaire, en lien avec la COVID-19. Et donc, la question que j'ai envie qu'on explore ensemble aujourd'hui, c'est d'essayer de voir un petit peu si et comment on peut concevoir finalement la crise sanitaire comme étant un peu une des conséquences ou un symptôme de la crise environnementale qui s'aggrave actuellement, en essayant d'aller retracer les causes environnementales de cette crise sanitaire, parce que, comme on va le voir, il y en a plusieurs, il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui ont causé ou aggravé la pandémie actuelle de COVID-19, et c'est important de le souligner, je crois, à ce moment charnière, un petit peu, ce moment de rupture, comme Hugo l'a bien mentionné. Et pour ça, il faut faire un petit retour en arrière, en fait, parce qu'un retour historique, on pourrait dire, sur les phénomènes épidémiologiques. Si on regarde, par exemple, les principales pandémies et épidémies des 50 dernières années, si on pense au VIH-Sida, au SRAS, à Ebola, H1N1, la COVID, le MERS, qui est un autre coronavirus, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce qu'on observe? C'est que pour tous ces virus, toutes ces pandémies, ces épidémies, eh bien, à un moment ou à un autre, il y a eu une transmission de l'animal aux humains. Et ça, c'est essentiel de le comprendre parce qu'on voit ici finalement que le rapport ou les interactions entre les humains, les sociétés et la biodiversité est en fait au cœur du problème des pandémies, c'est au cœur du problème de la COVID-19. On le voit aussi avec d'autres enjeux de santé, comme par exemple la dengue, Zika, chikungunya, la malaria, où ultimement les activités humaines sont à l'origine de la propagation à large échelle de ces phénomènes sanitaires, ou en tout cas, on a modifié, notamment avec les changements climatiques, la distribution géographique. Donc, environnement et santé ont toujours été liés. Il y a toujours eu des causes environnementales aux événements sanitaires. Et il faut le reconnaître. Donc, retournons un petit peu à notre sujet, à notre question. Donc, quelles sont ces fameuses causes environnementales de la COVID? Eh bien, ensemble, on va regarder trois grands espaces. Donc, le premier, la perturbation des écosystèmes. Ensuite, quelques enjeux environnementaux spécifiques. Et on va terminer avec les changements climatiques. Donc, pour commencer avec les perturbations des écosystèmes, il faut, je crois, être clair, être direct. Les humains ne sont pas les victimes innocentes des pandémies. Hein? Donc, on ne se fait pas envahir par les virus, c'est plutôt l'inverse. Les pandémies sont notamment le résultat de l'invasion des écosystèmes par les humains, par les sociétés. Donc, il faut commencer par remettre en cause ce paradigme de l'invasion. Hein? L'activité humaine, elle joue un rôle central dans les pandémies. Donc, on pourrait dire en quelque sorte que ces activités humaines créent les conditions de la propagation des maladies en réduisant les barrières naturelles entre
les animaux hôtes et nous-mêmes, donc entre la biodiversité et nous. Et donc, des facteurs comme les changements d'utilisation des terres, urbanisation, déforestation, perturbation des forêts vierges, exploitation minière, construction des routes dans des endroits isolés, croissance démographique, expansion des terres agricoles, on pourrait continuer comme ça pendant longtemps. Toutes ces activités humaines ont un impact sur la biodiversité, en évidemment affectant les milieux de vie de cette biodiversité, en affectant leurs sources de nourriture et en poussant finalement les animaux à migrer, à se déplacer et donc en favorisant les contacts entre les humains et la biodiversité, ce qui entraîne évidemment une augmentation du risque de transmission des maladies entre les animaux et les humains, donc les fameuses zoonoses. Le Center for Disease Control aux États-Unis, le CDC, estime par exemple que 75%, donc 3/4 des nouvelles infections proviennent précisément de l'interaction entre humains et animaux. Donc c'est extrêmement important et là on touche un enjeu environnemental crucial. Et d'autres études ont aussi montré, une étude très, très fameuse de l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, a montré finalement que le risque de propagation est plus élevé pour les animaux menacés ou en voie de disparition. Donc, ultimement, écosystème en danger, ça égale population ou société aussi en danger. Parce qu'ultimement, nous faisons partie de l'écosystème. On va y revenir tout à l'heure. Deux autres enjeux environnementaux un peu plus précis qui ont un impact sur la COVID et les pandémies. On peut penser ici à la pollution de l'air qui, en ce qui concerne la COVID, a un rôle très, très important, notamment au niveau de la mortalité. Donc, la pollution de l'air est en quelque sorte un véhicule pour la COVID parce que ça augmente la létalité, la mortalité de la COVID. Il y a des études qui ont montré, par exemple, qu'une augmentation de 1 microgramme de particules fines par mètre cube d'air est associée à une augmentation de la mortalité d'environ 15%. Donc, c'est majeur. On l'a mesuré pour la COVID, on l'avait mesuré pour le SRAS avant, donc c'est extrêmement important. Et ça, c'est sans parler que la pollution de l'air, à la base, c'est 7 millions de morts par année, donc 4 ou 5 COVID. Donc, il faut absolument prendre en considération cette question de la pollution de l'air. C'est important pour les prochaines pandémies parce qu'il va y en avoir d'autres, mais aussi tout simplement pour les populations qui souffrent déjà de ce problème. Un autre phénomène, l'agro-industrie ou l'élevage intensif qui a un rôle très important dans la propagation des maladies. D'un côté, évidemment, en augmentant la similitude génétique au sein des troupeaux. Donc, ça va favoriser, évidemment, ou ça va les rendre plus sensibles aux agents pathogènes et donc faciliter de transmettre ensuite à d'autres animaux sauvages ou à des populations humaines, mais aussi le développement, on pourrait dire, géographique de l'agro-industrie favorise finalement le fait de repousser des petits agriculteurs ou des populations plus proches, dans des régions éloignées, plus proches de la biodiversité. Et ça, ça augmente aussi le risque de propagation des maladies, des zoonoses entre les humains et puis les animaux. Dernier élément, les changements climatiques. Là, il y aurait beaucoup à dire, mais les changements climatiques ont un rôle absolument clé dans la propagation des maladies infectieuses, dans les pandémies, à plusieurs niveaux. D'un côté, on peut penser à l'augmentation des températures ou au changement de température qui va évidemment affecter la survie et l'évolution des microbes et des virus. C'est pas encore tout à fait clair avec la COVID, mais ça, on l'a vu avec beaucoup d'autres phénomènes sanitaires. Et de l'autre côté, évidemment, les changements climatiques, c'est un facteur de prolifération des maladies parce que, évidemment, les changements climatiques provoquent des migrations humaines qui vont entraîner plus de contacts et donc plus de risques de transmission des maladies, mais aussi des migrations des animaux, des plantes, qui, elles aussi, encore une fois, favorisent augmentent les interactions, soit entre les espèces ou entre les animaux et les humains. Et donc, pour conclure, que faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire face à ce bilan un petit peu désastreux qui s'inscrit évidemment en parallèle de l'ouvrage dont on fait le lancement aujourd'hui? Bien, il faut ici, je crois, remettre les individus, remettre la société dans l'environnement. Il faut repenser ce retour des sociétés, des individus dans l'environnement. Évidemment, les individus n'ont jamais, les sociétés n'ont jamais réellement quitté l'environnement. Par contre, nos systèmes politiques, éducatifs, de santé ont traité
ces différentes crises, par exemple environnementales, sanitaires, urbaines, etc., d'agriculture en silo. Donc, il faut repenser l'individu, il faut repenser son habitat, il faut repenser les sociétés comme faisant partie de l'écosystème, comme étant partie prenante de l'écosystème. Et donc, si on est tous d'accord, évidemment, pour aplanir la courbe du COVID, il faut aussi aplanir la courbe des changements climatiques, des émissions de GES, etc. Et évidemment, malheureusement, ça ne va pas bien aller, hein, comme on a le temps répété, si on continue avec le même mode de développement. Mais un livre comme celui qui est aujourd'hui lancé, c'est au moins un pas dans la bonne direction. Donc, merci à tout le monde et encore bravo aux auteurs et autrices. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, on va se retourner maintenant vers l'économiste François Delorme, aussi enseignant à l'Université de Sherbrooke et qui dirige sa propre firme de consultation, qui va nous parler de relance verte. J'imagine qu'avec le plan pour une économie verte qui a été annoncé en début de semaine, les réflexions ne manquent pas. Je cède la parole à François. Est-ce que François est avec nous? Je vois que François est présent, mais que son son n'est pas activé. Est-ce que c'est bon? Oui, je pense que tout le monde entend. Parfait. On ne voit rien, par contre. Ah, voilà. Vous me voyez? C'est beau. Merci, François. Parfait. Alors, j'allais parler de plan de relance. Je vais parler un peu de plan de relance, mais à la suite des propos de Hugo, qui inscrivait ça dans un plan cadre plus général, j'ai envie de parler aussi de croissance et de décroissance parce que le livre semble s'inscrire dans une optique générale et il y a des choses il y a des vecteurs qui sont assez importants quand on parle de lutte au changement climatique. Alors, la première chose, c'est que oui, on n'est pas dans une trajectoire qui nous mène à un grand optimisme. En même temps, on ne peut pas rester les bras croisés et ne rien faire. Et je pense que le livre met la table pour une discussion qui est importante. Et cette discussion-là, elle est importante et elle est d'autant plus utile que quand elle est basée sur des faits et sur une base objective. Ça, c'est le point de départ. Alors, que ce soit les rapports du GIEC, que ce soit les différentes études de l'OCDE ou du FMI, ou que ce soit des livres comme ce que les auteurs nous proposent aujourd'hui, c'est extrêmement important pour nourrir une discussion éclairée. L'autre chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on a tendance, et c'est drôle parce que Hugo parlait tout à l'heure des économistes mainstream et de l'économie traditionnelle et tout ça. Et moi, je suis un produit, dans un sens, de ce type d'économiste-là. Et c'est comme si j'en suis sorti dans les dernières années. Je pourrais même dire que je suis le pire candidat comme économiste mainstream, puisque j'ai travaillé pendant 6 ans à l'OCDE, qui est, je dirais, le temple du néolibéralisme. Et heureusement, j'en suis sorti pour essayer de voir. Donc, ce que ça m'a permis, c'est un peu de voir quelle est la façon dont les rouages internes et les décisions se prennent au niveau international, au niveau économique, dans les grandes organisations. Et les pays sont très influencés par ça. Quand j'ai travaillé au ministère des Finances à Ottawa, on prenait tous les rapports du FMI et de l'OCDE à la lettre et c'était pour nous des leçons importantes de ce qui se fait dans d'autres pays et quelles sont les recommandations que ces organisations internationales-là nous font. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est en enseignant, j'enseigne l'économie au département de sciences économiques de l'Université de Sherbrooke et on voit que l'économie ou les principes économiques qu'on enseigne sont complètement déconnectés de la réalité. Donc, on enseigne un genre de paradigme qui a plus ou moins de racines dans la façon dont la vraie vie économique se déroule. Et donc, moi, ça m'a permis ces deux choses-là, mon expérience à l'OCDE et mon enseignement à l'école de gestion, d'être un peu critique vis-à-vis ça. Alors, première chose que je voulais dire, c'est oui, on parle de crise des changements climatiques, mais ce n'est pas seulement la seule crise qui est reliée au changement climatique. La crise climatique est reliée à la crise des finances publiques
Et aussi, récemment, depuis le mois de février, on a aussi une crise pandémique. Et tout ça, tout est relié. Je veux dire, la crise pandémique a des racines au niveau des changements climatiques, comme mon intervenant précédent l'a expliqué, mais aussi la crise pandémique, à cause du soutien du gouvernement, a des impacts énormes sur les finances publiques. Et évidemment, ce n'est pas la seule crise auquel on doit faire face, les finances publiques ou la dette ou les augmentations de déficit, mais c'est aussi la crise climatique. Et tout ça, ces crises-là, le chapeau ou un des chapeaux importants, c'est les effets d'équité intergénérationnelle. Que ce soit on décide de rembourser la dette ou de s'endetter ou décider de financer la transition énergétique ou encore les effets des changements climatiques, les émissions de GES, tout ça a des effets intergénérationnels et c'est extrêmement important de ne pas se concentrer sur, je ne suis pas un politologue, mais le cycle politique et le système démocratique n'est pas orchestré de telle façon à régler de façon importante ces défis-là de long terme. On a un système politique qui est basé sur des cycles politiques de 4 ou 5 ans, mais le défi climatique et surtout ses impacts intergénérationnels, ça va bien au-delà de 4 ou 5 ans. Donc ça, c'est la première chose. Qu'on parle de finances publiques, qu'on parle de crise climatique ou qu'on parle de pandémie, tout ça a des effets intergénérationnels et c'est probablement les effets les plus importants. Donc ça m'amène au rôle du gouvernement. Okay? Le gouvernement est là. Pourquoi? Le gouvernement, son rôle, quand Hugo parle de l'économie classique ou l'économie traditionnelle, un des tenants des principes fondamentaux de ça, c'est de dire que les marchés, il a parlé de l'économie de marché, moi j'aurais utilisé un mot un peu plus impoli qui s'appelle le capitalisme, qui nous dit que les marchés et la loi de l'offre et la demande vont régler les problèmes. Autrement dit, si jamais un des principes importants dans l'économie de marché, c'est l'autorégulation. Donc, les gens ou les entreprises, par le biais de l'offre et la demande, vont s'auto-réguler pour être certain que la conséquence d'un geste que je fais aujourd'hui, bien, je comprends que ce geste-là, par exemple, consommation d'essence ou alimentation de viande rouge, va avoir des effets sur les générations futures. Un des principes en sciences économiques, c'est de dire que je comprends les effets de ma décision privée aujourd'hui sur le futur. Donc, c'est évident que la plupart des gens ne comprennent pas ça et ne comprennent pas quelle va être la conséquence future des gestes actuels. Donc, déjà là, et déjà de dire que les gens vont s'auto-réguler, que les gens ont des anticipations rationnelles, c'est ça le mécanisme que je viens de décrire. Donc, en principe, le gouvernement n'a pas de place là. Okay? La présomption, c'est que les marchés vont nous amener à la solution la plus optimale, la plus préférable, la plus désirable, et que le gouvernement doit avoir une place qui est extrêmement marginale. Bien, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne parce que, évidemment, on voit bien que les gens ne sont pas capables, ce qu'on appelle en jargon économique, d'internaliser les externalités négatives eux-mêmes. Donc, ça prend un gouvernement. L'image que je donne souvent à mes étudiants, c'est on est sur un paquebot, il y a le party sur le pont et il y a un iceberg qui s'en vient et le gouvernement, lui, a le rôle de grand timonier parce que les gens sont myopes et ne voient pas le danger qui s'en vient, ne sont pas capables de comprendre ce danger-là. Et à ce moment-là, le timonier, qui est le gouvernement, lui, est capable de faire tanguer le bateau pour éviter la catastrophe. C'est ça son rôle au gouvernement. C'est le rôle il se soucie du bien commun, tandis que chaque agent économique, eux, se soucient surtout de leur bien-être privé. Donc, ça, c'est la première chose. Et les plans de relance s'inscrivent dans ce sens-là. Les gouvernements interviennent. Pourquoi? Parce qu'on est en récession, parce que l'économie, c'est important, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du chômage endémique. Et évidemment, je n'élaborerai pas là-dessus, mais je pourrais élaborer dans la période de questions. Il y a des plans de relance bruns et des plans de relance verts.
Alors, évidemment, on a vu cette semaine le plan de relance vert du gouvernement et j'abonde dans le même sens de tous les spécialistes et les experts qui ont dit que c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un pas qui n'est pas assez grand, même si c'est un pas vert. Alors, évidemment, l'image que je donne, c'est on dit que ce plan-là ne nous amène qu'à régler 42 de la cible du gouvernement du Québec, qui est de réduire les émissions de GES de 37,5 d'ici 2030. Bien, c'est comme si on prenait l'autobus à Montréal et qu'on prend un billet pour aller à Québec, mais que le chauffeur nous débarque à Drummondville. Okay? Mais l'idée, ce n'était pas d'aller à Drummondville. L'idée, c'était d'aller à Québec. Alors, il vous débarque à Québec et qu'est-ce qu'on fait après? C'est exactement ce que le gouvernement du Québec a fait lundi. Okay? Donc, une chose qui est importante, pourquoi, qu'est-ce qui reste avec le 58 des choses qui restent à faire? Bien, pour avoir quelque chose de concret et de crédible, il aurait fallu ajouter un volet éco-fiscal qui est beaucoup plus contraignant que ce qu'on a avec le marché du carbone. Okay? Là, je ne me lancerai pas dans est-ce qu'une taxe carbone est mieux que le marché du carbone. Les avis sont partagés. J'ai entendu tout et son contraire cette semaine. Mais l'important, c'est de mettre le principe du prix sur la pollution. Ça, c'est le premier pas. Le deuxième, c'est que ce prix-là soit assez élevé pour changer les comportements. Ce n'est pas assez d'avoir un principe de tarification, mais il faut aussi avoir quelque chose qui va engendrer des changements de comportement. Et évidemment, si le marché du carbone nous donne un prix qui est par le biais de l'offre et la demande de 22 ou 23 $ la tonne, ce qui équivaut à peu près à 2 cents, 3 cents le litre d'essence, c'est sûr que ce n'est pas assez. Il n'y a personne qui va remettre en question son road trip sur la Côte-Nord ou en Gaspésie avec une désincitation comme celle-là. Je vois que le temps file. Je vais juste terminer peut-être sur le fait, deuxième chose sur le plan d'économie verte qui a été dévoilé par le gouvernement du Québec lundi, beaucoup d'emphase sur la technologie. Okay? Donc, la technologie va venir nous sauver. On va avoir des principes de captation de carbone naturel par la captation des surfaces forestières ou des surfaces agricoles qui vont être plus grandes, ou encore, on a même fait allusion à la géo-ingénierie. Évidemment, toutes ces solutions-là, premièrement, sont théoriques. Deuxièmement, ça nous amène à une déresponsabilisation, à mon avis, des agents économiques et des consommateurs. Parce que je peux me dire, de toute façon, la technologie va venir régler ça. Pourquoi est-ce que moi, je ferais des efforts dans mon changement de comportement si ces efforts-là vont être faits par le changement technologique? Je veux terminer par la décroissance. Je suis aussi un économiste pragmatique, donc j'ai beaucoup regardé ça. J'enseigne en économie écologique dans mes cours le principe de décroissance. C'est important qu'on comprenne comment ça fonctionne. Je suis trop pragmatique pour croire qu'un phénomène de décroissance peut être engendré dans une société d'économie de marché ou dans une société capitaliste telle qu'on l'a. Mais il y a des pas à faire. Il y a des travaux qui ont été faits sur, oui, il y a une solution mitoyenne entre l'économie de marché et la décroissance. C'est ce qu'on appelle la croissance limitée. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est plus graduel, qui serait plus acceptable dans une société. Et il y a des moyens de ralentir la croissance. Et une des premières choses à faire, selon moi, c'est de s'extirper de la tyrannie du PIB comme indicateur. En économie, le PIB est synonyme de bien-être. Si le PIB augmente, les gens augmentent leur bien-être collectif et sont plus heureux. Là, je résume là, et je simplifie au maximum, mais en gros, c'est ça. Okay? En économie, si on essaie d'évaluer si un accord de libre-échange est bénéfique pour le Canada, on va dire est-ce que le PIB a augmenté ou pas. C'est ce qu'on appelle en anglais le welfare, et le welfare est mesuré par le PIB. Donc, on équivaut PIB, croissance économique, avec bonheur et satisfaction. Bien, il faut sortir de ça parce que tout ce que ça fait, le PIB, c'est une monétisation des transactions et du revenu et de la consommation. Donc, on évalue que si je suis plus heureux, bien, je vais être plus heureux en consommant plus.
mais ça ne veut rien dire au niveau de la qualité de vie. Et donc, on devrait adjoindre des sous-indicateurs. On ne veut pas rejeter le PIB, mais on veut aussi lui adjoindre des indicateurs de santé, d'éducation. Ce n'est pas important de vivre riche. Je veux dire, si je souffre d'un cancer, c'est sûr que je peux être multimillionnaire, mais mon PIB personnel va être élevé, mais ma qualité de vie va être épouvantable. Alors, il y a des solutions mitoyennes et je pourrais répondre aux questions si jamais ça intéresse les gens au niveau des solutions. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, François. Donc, c'est pas si pire, on accuse un retard d'environ 3 minutes. Vraiment correct. C'est maintenant au tour de Catherine Gauthier, qui est directrice générale d'Environnement Jeunesse, instigatrice de la première action collective intentée contre le gouvernement du Canada pour la justice climatique et chargée de cours à l'École de politique appliquée ici même à l'UDS, qui a aussi participé à l'écriture du livre qu'on vous présente, il faut le dire, et qui va nous partager ses idées et impressions sur le monde de demain et sur, bien sûr, comment la jeunesse entrevoit la suite des choses. D'ailleurs, Catherine, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, Catherine. Oui. Je vous demanderais d'ailleurs, le 27 septembre 2019 marquait un point culminant dans la mobilisation jeunesse au Québec, avec 500 000 personnes dans les rues à Montréal seulement. Est-ce que vous pourriez un peu nous dire comment est née cette mobilisation? Oui, bien sûr. Mais merci Maude pour la présentation. Puis à mon tour, je ne vais pas manquer de remercier Annie pour son leadership qui nous a permis, là, avec Hugo et Philippe, là, de produire un super ouvrage en français qui permet vraiment de mieux comprendre la crise climatique. Puis pour bien comprendre d'ailleurs d'où est né le mouvement étudiant québécois en faveur de la lutte contre les changements climatiques, bien, il faut se replonger en fait sur les éléments qui ont eu cours à l'automne 2018. Donc on peut se rappeler notamment de la jeune Greta Thunberg qui a initié un mouvement de grève alors qu'elle était toute seule, qu'elle n'avait pas nécessairement d'organisation, mais qu'elle a réussi à faire parler d'elle là, partout sur la planète. Quelques semaines plus tard, on avait également le dévoilement par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, du rapport spécial sur l'impact d'un réchauffement de 1,5 degrés Celsius, qui nous a vraiment fait prendre conscience de l'impact majeur de quelques dixièmes de degrés de plus sur notre planète. Donc, ça a vraiment été, je pense, un message qui a été bien entendu, bien relayé également par la jeunesse, notamment grâce à Greta Thunberg. Au Québec, on a connu également le lancement du Pacte pour la transition. La planète s'invite à l'université. Environnement Jeunesse a également déposé sa poursuite climatique contre le gouvernement fédéral en novembre 2018. Puis, on a pu voir quand même dans les semaines qui ont suivi des jeunes se mobiliser. C'est des jeunes d'ailleurs qui n'étaient pas forcément déjà impliqués dans les mouvements étudiants. Donc, on a vu vraiment une toute nouvelle relève de jeunes prendre d'assaut les rues pour se mobiliser, que ce soit par les grèves le vendredi avec Friday for Future, qui au Québec a pris le nom de Pour le futur, avec notamment des élèves engagés comme Sarah Monpetit ou même Albert Lalonde qui sont restés mobilisés par la suite. Puis au niveau collégial, on a pu voir également le devoir environnemental collectif qui est né au cégep Édouard-Montpetit, notamment avec Tristan Pérez, là, qui est un des jeunes leaders qui s'implique encore aujourd'hui avec Environnement Jeunesse. Donc tout ça a vraiment permis d'avoir un certain momentum, de venir bâtir, consolider un fort réseau qui d'ailleurs a eu l'appui de toutes les générations. Des sondages tout juste avant les élections montraient que la vaste majorité des Québécois, des Québécoises venaient appuyer les revendications de la jeunesse. Puis il faut le dire aussi, lorsqu'en novembre 2019, donc il y a un an déjà, pour le futur Montréal et Québec, le devoir environnemental collectif, la planète s'invite à l'université, se sont associés, ils ont créé la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, donc la SEV, c'est un acronyme qui se prononce comme la sève d'un arbre. Cette coalition-là a revendiqué et revendique toujours un plan national d'urgence pour la justice climatique. La notion de justice est extrêmement importante parce qu'on est venu faire le lien entre les causes environnementales, mais également sociales. Puis la coalition s'est organisée pour organiser toutes sortes d'actions, des formations, de la mobilisation, et ce, partout au Québec.
Et justement, là, vous parlez d'organisation. Est-ce qu'avant, avec la pandémie, le mouvement jeunesse a encore sa place? Est-ce qu'il est aussi fort qu'avant, vu qu'on ne peut plus autant se rassembler? Mm-hmm. Je pense que la force de la coalition puis des mouvements jeunesse, ça a été beaucoup d'appuyer leurs actions à partir d'un mode d'action qui était vraiment centré sur la mobilisation directe. Donc, le contact direct avec les gens, ce qui a d'ailleurs permis sans doute d'aller chercher des personnes qui, autrement, ne se seraient pas forcément impliquées. Donc, on a eu vraiment un nouveau bassin de personnes qui ont été sensibilisées puis qui ont pris part au mouvement. Comme premier coup d'envoi, événement phare de la coalition étudiante pour un virage environnemental et social, il y avait la semaine de la transition qui devait se dérouler du 30 mars au 3 avril 2020. Donc, toutes les énergies des jeunes étaient concentrées sur cette semaine-là. Donc, évidemment, quand le 13 mars dernier, tout s'est arrêté, il y a eu vraiment une vague, en quelque sorte, de déception, parce que c'est sûr que d'être isolé du jour au lendemain, quand on vit avec une certaine éco-anxiété, c'est-à-dire de ressentir une impuissance par rapport à l'ampleur des changements qui nous attendent, qui sont d'ailleurs très, très, très inquiétants, puis de se retrouver seul du jour au lendemain, de ne pas avoir cet élan-là de solidarité, de communauté même qui s'active, ça a été vraiment un coup très dur. Donc, ça a été une des difficultés là, assez marquantes dans la pandémie qu'on constate toujours. Donc, dans certains cas, il y a eu un arrêt des activités. Si on pense aux grèves, aux marches, aux mobilisations, ça a été très difficile, tout ce qui était des événements en personne. Puis on ressent aussi une fatigue qui s'accumule au fil des mois. Pourquoi est-ce que plus d'un an plus tard, après avoir mobilisé plus d'un demi-million de personnes à travers tout le Québec, pourquoi est-ce que le plan présenté, par exemple, le lundi dernier par le gouvernement Legault, passe complètement à côté des revendications de la jeunesse? Donc, on ressent cette fatigue-là, cette déception marquée. Puis pour le futur, malgré tout, on peut avoir quelques perspectives un peu plus encourageantes. On a vu qu'avec la pandémie qui est bien installée, pour quelques mois encore d'ailleurs, on voit des nouveaux modes d'action émerger. On peut penser par exemple à des campagnes sur les réseaux sociaux, mais aussi à une participation record des citoyens au bureau d'audience publique sur l'environnement dans le cadre des audiences publiques sur GNL Québec, où on a vu une quantité phénoménale de jeunes prendre part également à la consultation publique. Ça aussi, c'était une participation sans précédent. Donc, je pense que c'est un point intéressant à souligner. Puis plus récemment, avec Environnement Jeunesse, avec la Sève et Mères au front, on a également fait une sortie intergénérationnelle le lundi dernier pour dénoncer le manque d'ambition du plan présenté là, par François Legault. Alors, selon vous, les jeunes peuvent contribuer à accélérer la transition. De quelle manière ça pourrait se faire? Mm-hmm. Je pense que les jeunes portent une voix morale extrêmement puissante. Les jeunes ne sont pas associés à des industries en particulier. On parle en politique une voix désintéressée, donc sans intérêt privé ou personnel. François Delorme mentionnait également l'équité intergénérationnelle. C'est évidemment au cœur des revendications des jeunes. Le fardeau, le poids de l'inaction est totalement inacceptable pour les plus jeunes générations. Puis on sent vraiment une forme d'inquiétude. On est las également d'entendre les décideurs dire « Ah, c'est beau de voir la jeunesse se mobiliser, ça nous donne espoir pour le futur, etc. » Or, ce qu'il nous faut, c'est des mesures radicales et ambitieuses. C'est pas seulement moi qui le dis, c'est le GIEC qui l'a présenté en octobre 2018. Donc, par exemple, on parle de tout faire pour limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degrés Celsius. Puis pourtant, ce qu'on voit, par exemple, au niveau québécois, c'est, comme ça a été mentionné précédemment, un plan qui nous amène seulement à 42 % de notre cible. On s'en tient beaucoup aux technologies, comme Hugo Séguin le mentionnait. Puis malheureusement, on a dénoncé que le plan repose également sur des technologies qui n'existent pas encore. Donc, ce n'est pas du tout une posture qui, à notre avis, est pragmatique, puis encore moins une posture qui est responsable. Si je reprends aussi les mots du professeur Gabriel Blouin-Genet, c'est important de sortir des silos. Puis la pandémie nous a montré ça, qu'on est capable d'avoir des changements majeurs dans tous les secteurs de notre société. Puis cette pandémie-là nous a aussi amené à se questionner sur le sens de nos vies, sur ce qu'on considérait comme étant être un bien-être, que ce soit personnel ou collectif. Puis on a toutes les clés, tous les outils en place pour rompre avec cette société-là de consommation.
Plusieurs personnes l'ont mentionné précédemment, il faut qu'on respecte les limites de la Terre, d'où cette idée de décroissance. Il faut également améliorer notre rapport à la nature, encourager d'autres visions du monde. Ce n'est pas vrai qu'on ne fait pas partie de cette nature-là. Donc, c'est important de préserver l'environnement qui nous entoure, puis d'améliorer justement la manière dont on perçoit l'environnement. En plus d'encourager une éco-citoyenneté active, ça va passer également par la résilience des communautés. Puis j'ai pensé également peut-être terminer ma présentation avec quelques exemples très concrets qui ont été proposés par le groupe de travail jeunesse qui a été mis sur pied par le gouvernement du Québec dans le cadre de l'élaboration du plan, qui initialement devait être un plan de lutte contre les changements climatiques, qui aujourd'hui est devenu un plan pour une économie verte. Donc, parmi les exemples concrets de la jeunesse, on parle par exemple d'adopter une politique de sobriété généralisée. Donc, ça fait référence à l'idée justement de la décroissance. On parle également de cesser tout type de subventions aux énergies fossiles, d'interdire également tout nouveau projet qui permettrait d'accroître l'utilisation des énergies fossiles. Donc, pour ne pas le nommer, notamment GNL Québec. On parle également de diversifier l'offre de mobilité dans toutes les régions du Québec, et ça à très, très court terme. Ce n'est pas normal que le transport collectif soit réservé à la grande région métropolitaine de Montréal, en plus de poser des actions très concrètes pour réduire les déchets, par exemple, avec une réduction à la source. Donc, pas seulement faire des bioénergies ou du compostage, mais d'agir sur la réduction du gaspillage alimentaire, puis la réduction, par exemple, des emballages individuels et de la consommation, bien sûr, au sens large. Puis sinon, dans les autres mesures au niveau de l'éducation, on peut penser aussi à l'intégration dans tout le cursus scolaire de principes de notions associées à l'éducation relative à l'environnement, puis au niveau de l'affichage ou de la formation, sensibilisation du public, d'intégrer d'ailleurs des appellations plus contrôlées pour éviter l'éco-blanchiment, notamment en contrôlant les termes vert, durable, etc., pour mieux protéger les consommateurs. Puis finalement, d'avoir des campagnes massives d'affichage, d'interdire les publicités, par exemple, pour les VUS, les produits qui sont extrêmement polluants également. Donc, il y a un ensemble de mesures qui sont possibles, puis malheureusement, qui ont été mises de côté par le gouvernement. Merci beaucoup, Catherine. Donc, pour terminer le lancement de ce livre, il y a Jeanne Robin, qui est directrice principale de Vivre en Ville, qui se spécialise dans le développement urbain durable, également chargée de cours à l'École supérieure d'aménagement du territoire et de développement régional de l'Université Laval, qui va nous parler d'habitudes de vie et de densité. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Eh bien, merci beaucoup. Alors, moi, je voudrais remercier, en fait, je ne sais pas si je veux remercier les auteurs de ce livre que j'ai lu avec grand plaisir, parce que je dirais que votre livre, il contribue surtout à remettre les pendules à l'heure. Et en fait, quand on remet les pendules à l'heure, on se rend compte à quel point il est tard. Et pour tourner ça de façon positive, je dirais que c'est au minimum très mobilisant. Donc, je me sens aujourd'hui très mobilisée. Je suis heureuse de pouvoir vous en parler. Et puis, on me demande la tâche un peu difficile de dire finalement qu'est-ce qui est conjoncturel, qu'est-ce qui est structurel dans notre réaction à la pandémie et qui va pouvoir demeurer pour ou contre la lutte contre les changements climatiques pour la suite. C'est un peu difficile parce que on est encore en train de faire le tri ou de peut-être tenter de faire le tri entre ce qui est notre perception, ce qui est notre réaction à la crise de la Covid, ce qui sont des faits, qu'est-ce qui est réel là-dedans, c'est difficile à dire. Puis je prendrai juste un petit exemple pour illustrer ça. Vous vous en souvenez peut-être quand la crise de la Covid a éclaté. Au Québec, c'est particulièrement Montréal qui a été touché et donc il y a eu un peu une réaction en disant c'est la densité qui cause la maladie et la propagation de la maladie. Et moi, je travaille pour une organisation qui travaille à la conception de milieux de vie durables et dans le respect de la capacité des écosystèmes. Et la densité, c'est vraiment une clé pour l'utilisation sobre du territoire qui est cruciale à la fois pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, notamment liées au transport, et pour préserver notre capacité d'adaptation au changement climatique en préservant les milieux naturels.
et les terres agricoles. Donc, l'idée que la densité puisse être clouée au pilori et que dorénavant, faire la promotion de la densification, ce soit considéré comme se mettre dans une situation vulnérable face à d'éventuelles nouvelles pandémies, c'était très alarmant. Donc, on a beaucoup défendu la question de la densité publiquement. Et en fait, 6 mois plus tard, on s'est bien rendu compte qu'il n'y a aucun lien avec la densité, entre la densité et la propagation de la Covid. En fait, c'est beaucoup plus lié au comportement. La Gaspésie, le lac Saint-Jean, le Saguenay sont des régions qui ont été particulièrement touchées dans les dernières semaines. Donc, on sait maintenant que le problème, ce n'est pas d'avoir beaucoup de personnes au même endroit, c'est que ces personnes-là se voient, se parlent et respectent pas la distanciation. Et donc, en fait, toute la crainte qui s'est exprimée vis-à-vis de la densité, ça n'existe plus. Donc, je mentionne ça pour bien dire que c'est difficile de savoir actuellement ce qui va rester de nos angoisses et aussi de nos changements de comportement. Et puis, je me demandais, bon, la COVID nous a forcé à changer nos habitudes. Est-ce qu'il y a de ces habitudes qu'il faudrait conserver, selon vous, dans une perspective de lutte contre les changements climatiques? C'est vrai qu'on peut peut-être voir la pandémie comme une occasion d'avoir changé de comportement, et il y a certains comportements qu'on va peut-être vouloir garder. J'ai voulu commencer par quelque chose de positif, puis il y a eu quelque chose d'assez impressionnant avec la crise de la Covid, c'est le fait qu'on s'est souvenu que dans nos villes, dans nos villages, dans toutes nos collectivités, il y avait des piétons, il y avait des espaces publics. Les espaces publics étaient pour le moment pas très bien adaptés aux piétons. On manquait d'espace, notamment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début de la pandémie, on ne voulait pas croiser quelqu'un à moins de 2 mètres, donc on descendait du trottoir quand on croisait quelqu'un d'autre sur le trottoir. Alors, il y a plein de villes qui ont réagi à ça. On a créé des corridors sanitaires, on a piétonnisé des rues commerciales, on a donné de la place aux commerçants pour qu'ils puissent sortir sur le trottoir et qu'on puisse davantage fréquenter les commerces de proximité. Bref, il y a eu une réaction quand même assez importante. Je regardais sur le site de Piétons Québec, il y a des dizaines d'exemples de municipalités qui ont mis en place des infrastructures temporaires pour donner plus de place aux piétons. C'est remarquable. Bon, même si au départ, cette réaction-là, elle est quand même liée au fait qu'on craignait de se retrouver trop proches les uns des autres. Mais au final, on a innové, on a inventé. Ça nous a poussé un peu dans nos retranchements là, et on a osé faire des choses qu'on ne faisait pas jusqu'ici pour donner plus de place aux piétons. Et je fais le lien avec la lutte contre les changements climatiques parce que bien sûr, la marche, c'est quand même le premier maillon de la mobilité durable. Si on veut que les gens puissent se déplacer sur des courtes distances, puissent se déplacer en transport collectif, il faut quand même qu'au minimum, les milieux dans lesquels on se promène, ils soient marchables, ils soient agréables, ils soient sécuritaires et confortables. Alors, est-ce que ces changements-là, favorables à la marche, est-ce qu'ils vont demeurer dans un monde post-pandémie ? C'est sûr qu'on ne le sait pas. Il y a quand même eu quelques réactions pas toujours positives, mais je lisais par exemple ce matin, puisqu'on est à Sherbrooke, le réaménagement de la rue Wellington a apparemment vraiment suscité l'adhésion de beaucoup de monde. Il y a un sondage qui montre que 90% des commerçants sont favorables à ce qu'on réédite les aménagements qui ont été faits cette année, l'année prochaine. Donc, on voit qu'on a osé, on s'est mis en difficulté et finalement, on voudrait peut-être continuer à le refaire. Donc, ce changement-là pourrait être très positif. Je continuerai peut-être après la marche sur la question de l'achat local. Puis là, d'une part, je ne peux pas vous présenter des chiffres. Peut-être que quelqu'un a fait une analyse un peu plus précise que ça, mais est-ce qu'on achète localement actuellement? Est-ce que la pandémie a fait en sorte qu'on achète plus localement ou est-ce que la pandémie a fait en sorte qu'on se fait davantage livrer, et notamment livrer de l'international? C'est une question cruciale et cruciale à la fois sur un plan économique et puis de qualité de nos milieux de vie, mais c'est aussi très important par rapport au bilan carbone de nos achats. Selon comment on magasine, il y a plus ou moins de gaz à effet de serre dans les objets qu'on achète, dans les activités qu'on fait. Alors, c'est pas évident d'en dresser un portrait complet. On sait, j'ai lu des articles beaucoup sur, par exemple, la forte adhésion
à l'agriculture de proximité, les fermiers de famille, le fait de se faire livrer des paniers. Apparemment, il y a vraiment eu un boom là-dessus cet été au Québec. Et ce n'est pas seulement au Québec, c'est un peu partout dans les pays où ce type de service existe. Donc là, on sent qu'il y a eu peut-être une volonté de soutenir sa communauté, une préoccupation pour nos agriculteurs, pour nos milieux, nos communautés, donc qui est peut-être positif. On sait aussi que les campagnes de soutien aux artères principales, aux noyaux villageois, au centre-ville ont quand même été assez suivies. Il y en a beaucoup qui ont été tenues dans différentes collectivités au Québec. Et ces campagnes-là ont eu un certain succès. Par contre, c'est sûr que la livraison a énormément augmenté. Et malheureusement, comme beaucoup de petits commerçants ne sont pas très équipés encore en service de livraison ou en plateforme d'achat directement électronique, malheureusement, quand on se fait livrer, ça vient souvent de l'étranger. Donc, ça vient souvent, d'une part, avec une perte fiscale qui est quand même vraiment problématique, notamment si on veut lutter contre les changements climatiques, ça va prendre des moyens. Et donc, les pertes fiscales, c'est un vrai problème de gestion. Et puis, évidemment, ça vient aussi avec des émissions de gaz à effet de serre plus importantes liées au transport des marchandises, au transport longue distance, mais aussi au transport courte distance. Et puis, je ne ferai pas le procès de la livraison ici parce que la livraison, ça peut être quelque chose de très efficace. Si on remplace 10 personnes qui se rendent au même magasin en venant du même quartier pour aller acheter des objets, si on les remplace par une camionnette ou un vélo électrique avec une remorque qui va prendre ces objets-là et aller les livrer, on vient d'alléger notre bilan carbone et ça peut être très positif. Par contre, la livraison de type rapide, immédiat, quand on veut un objet le lendemain, voire le jour même, cette livraison-là, elle ne peut pas être sobre, elle ne peut pas être efficace. C'est évident qu'elle coûte cher en équipement, en infrastructure et qu'elle pèse lourd sur le bilan carbone. Donc ça, c'est vraiment des éléments auxquels il va falloir qu'on fasse attention. Et bien sûr, ça dépend de nos choix. Mais bon, au Québec, on est 8 millions, puis dans le monde, on est des milliards, et nos choix, on ne décide pas ensemble, on ne vote pas en fait pour décider qu'on fait ça. Par contre, on vote pour des gouvernements, on vote pour des municipalités qui peuvent mettre en place des solutions favorables au petit commerce et qui peuvent surtout s'assurer d'internaliser les coûts liés à nos comportements de consommation. Peut-être pas suffisamment pour influencer ces comportements-là, mais au moins pour avoir les moyens d'agir sur ce sur quoi on veut agir grâce à des rentrées fiscales suffisantes. Et j'aimerais bien, bon, aujourd'hui, on fait un lancement entièrement à distance. Beaucoup sont à Sherbrooke, d'autres à Montréal. Moi, je suis au Lac-Brome en ce moment. En fait, notre bureau, c'est notre salon désormais. Est-ce que vous pensez que le télétravail, c'est la solution pour réduire notre bilan carbone? Le télétravail, c'est vraiment une grande question. On manque un peu pour le moment d'informations sur ce qui va rester. Je vais quand même essayer d'en dresser un petit portrait, puis pour commencer par dire que ça constitue pour beaucoup d'acteurs un énorme espoir, le télétravail. En fait, avec la pandémie, on a tous vécu une expérimentation accélérée du télétravail. Il y a plein de personnes, plein d'organisations qui pensaient que ce n'était pas possible d'en faire et qui ont dû s'y mettre, avec d'ailleurs des effets très positifs sur le plan de la qualité de vie pour certaines personnes. Bon, votre perception du télétravail est sans doute variable selon votre personnalité, selon le type d'emploi que vous occupez, mais on ne peut pas nier que la souplesse que ça apporte peut avoir des effets positifs sur le plan de la qualité de vie. Je disais que c'est un gros espoir. On a même entendu dire qu'en fait, c'était plus nécessaire de faire des projets de transport collectif, par exemple, et d'investir en transport collectif, parce que dorénavant, on allait tous télétravailler et que donc on n'aurait plus besoin de se déplacer. Ce serait vraiment intéressant, ça permettrait d'économiser sur ce plan-là, puis d'investir ailleurs. On ne veut pas dépenser pour dépenser. Par contre, cet espoir-là, il risque quand même d'être déçu, notamment parce que finalement, puis ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les experts qui l'analysent, le télétravail concerne une proportion relativement faible des déplacements. Il y a peut-être, en poussant au maximum, peut-être un tiers des emplois qui peuvent s'exercer en télétravail si c'est nécessaire. Les personnes qui font du télétravail vont souvent en faire plutôt 2 jours, maximum 3 jours par semaine, mais elles vont avoir besoin de se retrouver quand même
au bureau pour faciliter la gestion, pour faciliter la synergie. Donc, dans la plupart des entreprises, le télétravail, ça ne se fera pas à temps plein. Et puis, de toute façon, le travail, c'est que l'un de nos nombreux motifs de déplacement. On se déplace aussi pour toutes sortes de choses, pour aller voir nos amis, pour aller magasiner, pour aller faire des loisirs. Donc, finalement, le potentiel du télétravail, il concerne peut-être 5% de nos déplacements quotidiens. Donc, ce n'est pas une révolution. Donc, ce n'est pas à soi seul le changement qui va permettre de se dire tout est réglé, le bilan carbone en transport va être annihilé par le développement du télétravail, donc arrêtons tout le reste. Il ne faut pas arrêter tout le reste pour 5% des déplacements. Cela dit, 5% des déplacements, c'est un élément qui n'est vraiment pas à négliger. On veut saisir tous les leviers pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on voit que c'est urgent, ce n'est pas évident. Donc, si en plus on est capable de le faire en améliorant la qualité de vie des gens, tant mieux, faisons-le. Puis d'ailleurs, le télétravail a été intégré au plan pour une économie verte. Bon, le montant alloué est relativement modeste par rapport à l'ampleur du plan, mais ça montre qu'on y porte une attention en apportant certains bémols quand même, par exemple, sur la question de l'impact sur les centres-villes, du fait que les travailleurs vont peut-être moins aller au centre-ville. Et aussi sur le potentiel effet pervers du télétravail qui fait que quand on a moins souvent à se déplacer vers son bureau, ben on va peut-être avoir tendance à aller s'installer plus loin de son bureau. Donc, contribuer à l'étalement urbain, ce qu'on appelle le téléétalement. Alors, si on remplace un déplacement matin et soir en métro par un déplacement une fois par semaine en voiture ou 2 fois par semaine en voiture, mais beaucoup plus long, finalement, sur le plan des émissions de gaz à effet de serre, il est possible qu'on n'ait pas gagné énormément au change. J'avais envie de conclure en disant que finalement, sur la question de est-ce que c'est des changements durables? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la pandémie, elle nous a montré qu'on est capable de changer. On est capable de changer de façon extrêmement forte. Par contre, elle nous a peut-être montré aussi qu'il y a certains changements qu'on déteste. Et c'est possible qu'il y ait un certain effet rebond. Je ne parierai pas que l'aviation, les déplacements internationaux ne vont pas réaugmenter très rapidement dans les prochaines années et que tous les voyages qu'on ne fait pas actuellement, ça se peut que les gens souhaitent les faire plus tard. Donc, l'effet rebond est risqué. Puis, il y a plusieurs chemins à prendre à l'issue de cette pandémie-là, une fois qu'on sera rendu là. Et ce n'est pas évident de savoir celui qu'on va prendre. Est-ce que le chemin qu'on va prendre, ça va être plus des grandes maisons isolées, suréquipées pour assurer notre autonomie, climatisées pour résister aux effets négatifs des changements climatiques? Ou est-ce que le chemin qu'on va prendre, ça va être une collectivité tissée serrée, avec des espaces publics bien aménagés, avec des commerces, des services de proximité, puis la protection de milieux naturels autour? C'est des choix de consommation, c'est des choix d'équipement, mais c'est aussi des choix de société. Puis je pense que le minimum qu'on peut faire, c'est d'assurer l'équité entre ces choix-là, en faisant en sorte qu'au moins ceux qui vont poser des choix où ils s'assurent eux-mêmes de leur survie à long terme, finalement, ben, on internalise leurs coûts et notamment leur impact sur les changements climatiques. Merci beaucoup, Jeanne. Très pertinent et merci aux autres experts aujourd'hui. Beaucoup de points essentiels ont été abordés dans ce bar des sciences. C'est d'ailleurs le moment de poser les questions. J'ai vu qu'on en avait une ici de MJ à Jeanne. Mais je vais juste expliquer tout d'abord comment on va fonctionner pour les questions. On va fonctionner avec le principe de main levée virtuelle. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, vous cliquez sur participant en bas qui a comme un petit 52 et il y a une petite main bleue qui est supposée être à gauche. Donc, si vous avez une question, vous cliquez sur la main bleue, puis il va y avoir une espèce d'ordre chronologique de gens qui posent des questions. Et, ah oui, alors on a Rosa Galvez, qui est sénatrice. On a l'honneur d'avoir Rosa Galvez avec nous. Et on a aussi MJ qui a posé une question. En fait, il y en a beaucoup qui ont posé des questions. Je ne sais pas si on veut commencer par les questions qui ont été posées dans le chat pendant ce webinaire ou si on veut y aller avec le principe de main levée. J'irais peut-être par la chronologie. Oui, parfait. Oui, donc, la première question que j'ai vue ici,
Je vais commencer par la sénatrice Rosa Galvez. C'est la première que j'ai vue ici. Si la COVID-19 allait rester avec nous de façon endémique, est-ce que nous devrions pousser pour commencer la relance propre et juste afin de rendre effectives les aides financières données? Si Rosa Galvez veut aussi allumer son micro pour ajouter à la question, c'est à vous de le faire. Ou si vous avez vraiment une personne spécifique à qui poser la question, n'hésitez pas. Alors, merci beaucoup, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup, j'apprends beaucoup de choses. Donc, en fait, c'est ce que je remarque, c'est qu'on nous parle d'une première vague, une deuxième vague, maintenant une troisième vague. Puis, il y a ces spécialistes qui disent que sans un vaccin efficace et disponible pour tout le monde, on pourrait être pogné avec la COVID d'une façon endémique. Et les politiciens disent, attendons la fin pour faire la relance économique. Sauf qu'à ce train de dépenses, on ne pourra pas se rendre loin. Donc, je voudrais peut-être avec M. François Delorme, avec qui j'ai entendu, qui m'avait provoqué cette question-là. Merci. Si je peux donner un élément de réponse, on ne peut pas attendre la fin de la pandémie pour commencer à faire des plans de relance. Il faut commencer justement, comme les plans de relance souvent vont avoir des effets avec un délai. On peut commencer à prévoir des dépenses, des investissements, que ces investissements-là soient en énergie renouvelable ou pas. Il y a toujours un délai. Et je pense qu'on ne peut pas attendre avant d'engendrer ce genre de dépenses-là. Alors, le gouvernement du Québec l'a fait, le gouvernement du Canada doit le faire. Je pensais que c'était cette semaine, mais ça va être incessamment. Le président américain a lancé son Green New Deal qui comporte des milliards d'investissements à ce niveau-là. Donc, ça va dans le sens de la pandémie a paralyser l'économie de façon de 30 à 40 d'économie selon les pays. Et évidemment, tout ça a des coûts économiques et sociaux et les gouvernements doivent mettre l'épaule à la roue pour essayer de ramener l'économie à quelque chose d'un peu plus normal pour que les gens puissent aussi avoir un niveau de vie qui soit acceptable. Il y a des secteurs qui sont extrêmement affectés par ça. Il y en a d'autres qui le sont moins. Mais je pense que c'est important pour le bien commun que le gouvernement aussi y mette son grain de sel, et plus que son grain de sel, son gros grain de sel. Merci beaucoup, François. J'avais vu aussi Alexandre Cabral qui avait posé une question sur la décroissance. Je ne sais pas si elle a été répondue depuis. Si Alexandre Cabral est avec nous, est-ce que vous aimeriez poser votre question? Je vais attendre 5 secondes. Si je n'ai pas de réponse, je vais peut-être suivre avec... Oui, bon, c'est de trouver ces boutons-là dans Zoom. Pour savoir utiliser tous ces... Non, attends, je vais aller chercher la question que je posais à François Delorme, justement. Là. Si on ne peut pas implanter la décroissance dans un cadre du système qu'on a, le système de marché et tout, j'aimerais avoir un peu plus de précision dans quel cadre faudrait-il être pour qu'on puisse implanter cette décroissance-là. Bien, si je peux répondre à la question, non, je ne crois pas que la décroissance puisse être implantée quand les gens ne sont pas capables de changer leur comportement à la marge. Okay? Donc là, on parle d'un changement radical. Donc, je pense que c'est encore moins possible. Et c'est comme si la logique économique, et Hugo en a parlé dans son intervention, la logique économique, dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est plus, c'est mieux. La décroissance nous dit moins, c'est mieux. Alors, c'est pour ça que dans mon intervention, je n'avais pas le temps d'élaborer là-dessus, mais tant qu'on va avoir comme mesure de la satisfaction ou le mieux est mesuré par le PIB, qui est la somme de toutes nos consommations individuelles, on ne peut pas s'en sortir. Okay? Si je vous dis, je suis plus heureux, moi, à travailler moins et à faire de la lecture auprès des personnes âgées, bien,
ça, c'est du bénévolat et ce n'est pas compté dans le PIB. Mais peut-être que ça rend heureux la personne âgée et ça rend heureux moi-même qui me réalise en tant qu'être humain parce que j'ai une quête de sens qui est satisfaite. Alors, je ne sais pas si vous vous imaginez le niveau de changement qu'il faut faire et c'est un paradigme complètement différent. Et je pense qu'il y a des pas à faire et c'est pour ça que les gens, certaines personnes comme Peter Victor ou Tim Jackson et d'autres aussi au Québec proposent une version mitoyenne qui est de ralentir la croissance, ou on peut appeler ça un genre de découplage entre le PIB et les émissions de GES. Et je pense que c'est une voie qui est plus acceptable pour la population. Je donne un exemple pratique là, pour m'éloigner des concepts. On bannit la publicité. Okay? La publicité fait que je vois une publicité et je réalise que j'ai un besoin que je n'avais pas 5 minutes avant et que je dois satisfaire ce besoin-là. Alors, je devrais être capable de m'auto-réguler pour dire j'en ai pas besoin de ce. Je donne toujours un exemple à mes étudiants qui est le Spiralizer, qui est ce truc avec des légumes qui fait des spirales. Okay? J'ai la publicité du Spiralizer, j'en ai besoin. Comment est-ce que j'ai pu manger une salade jusqu'à maintenant sans Spiralizer? Je commande le Spiralizer chez Amazon, je le reçois, je l'utilise 3 fois, il finit dans le sous-sol. Okay? J'en avais pas besoin. Donc, la publicité est une des façons avec laquelle on peut engendrer moins de croissance, sans rejeter le système d'économie de marché. Merci beaucoup, François. François, est-ce que je peux répondre un petit peu ou c'est trop serré dans le temps? Il y a trop de questions? Non, à date, ça va. J'ai une autre question moi, que j'ai vue. Je n'ai pas trop vu de main levée. Donc, M. Cabral, si vous voulez. OK. Il y a plusieurs concepts qui ont été soulevés dans ta réponse. Il y a des concepts de liberté. Donc, la publicité est intimement reliée à la liberté. Mais la question originale était, si le système de marché dans lequel on vit, on ne peut pas implanter la décroissance, et la décroissance, c'est un must, dans quel système faudrait-il aller? Moi, je ne connais aucun système qui pourrait fonctionner. Je comprends que c'est très difficile de convaincre les gens d'avoir moins. Je pense que ce débat-là existe depuis des millénaires. Ce n'est pas un débat nouveau. C'est une constante de notre vie. Mais il y a certains réajustements qui se font. Certains réajustements sont très drastiques, comme les guerres, les pandémies. D'autres réajustements sont moins drastiques quand ça part de l'intelligence humaine. Je pense que le fait d'avoir la volonté d'incorporer au PIB ou à la notion du PIB le concept de santé mentale, de joie de vivre, est une porte intéressante. Mais de façon très pratico-pratique, prenons un seul élément. C'est sûr que c'est impossible, il n'y a pas de silver bullet en environnement, ni en santé mentale, ni en santé tout court. Mais prenons un exemple, le prix du carbone. Il y a une poussée très grande pour ajuster le prix du carbone et faire payer aux gens qui émettent. Juste cet élément-là, prenons juste cet élément-là. Si on avait un prix réel pour le carbone, on pourrait régler beaucoup de problèmes reliés à la mobilité. Alors, Jean a parlé beaucoup de ça. Donc, ça, c'est un élément. On aurait moins d'utilisation d'énergie fossile parce qu'on s'en vient avec des technologies incroyables au niveau des batteries et tout. Hier, je lisais un article, c'est hallucinant ce qui s'en vient. Dans 5 ans, on va avoir des batteries là, super performantes. Le prix va être tellement incroyable que les énergies fossiles telles qu'elles sont utilisées d'après moi, vont mourir de leur propre mort ou presque. Donc, ces éléments de changement-là, souvent, ils n'arrivent pas assez souvent. Si on avait changé le prix du carbone il y a 20 ans, on aurait accéléré toute cette transition. On ne l'a pas faite. C'est là où le gouvernement doit prendre le lead. Il ne prend pas. Les jeunes, comme Catherine mentionnait, ont actuellement un pouvoir incroyable et tant mieux que ce soit comme ça, parce que c'est eux qui vont hériter de tout ça. Donc, un changement pratique, c'est
que ces jeunes-là là, prennent le lead, mais politiquement. On commence à voir déjà à à l'Assemblée nationale des jeunes qui occupent l'espace. Beaucoup, des filles d'ailleurs. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire à l'intérieur de ces systèmes de marché. L'autre chose, c'est quelqu'un a fait allusion beaucoup à l'éducation environnementale. Tout ça, c'est des éléments à l'intérieur d'un système de marché qui prône la liberté. Il est super mauvais pour bien des choses. On continue à utiliser des concepts très vieux, très approximatifs comme le PIB. Mais si on ne les change pas à l'interne, là, je ne vois pas d'alternative. C'est ça c'est ça où on est. Là. Quelle alternative? Il n'y a pas de système qui a fait des épreuves, qui a été prouvé là, dans la vie mondiale. Merci beaucoup, M. Cabral. Oui. Je vais demander à MJ qui avait posé une question pendant l'intervention de Jeanne, voir si elle est toujours présente, qui avait une question sur la densité. Est-ce que cette personne est toujours présente? Je vais attendre un petit 3 secondes. Sinon, je vais passer peut-être à Hugo qui avait une question, ainsi que Loïc. Toujours présente pour ma question à Mme Jeanne. Parfait. Allez-y. Est-ce que vous voulez que je pose la question que vous avez posée ou vous voulez la poser vous-même? Ben, je peux la poser. C'est que dans votre présentation, j'ai cru comprendre que vous disiez que la densité de population était souhaitable. J'aimerais ça que vous me confirmiez si c'est bien ce que vous avez dit et puis de développer, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour votre question. Alors, je veux d'abord préciser que je parle de densité à échelle humaine. On vit actuellement, malheureusement, encore dans un rythme d'étalement urbain, parce que l'inverse de la densité, c'est l'étalement. Et la raison pour laquelle j'ai dit que la densité était souhaitable, c'est que la densité, c'est une des clés de la proximité. Donc, si on veut raccourcir les déplacements, si on veut que des personnes puissent avoir accès à une épicerie plutôt que d'être dans un désert alimentaire, si on veut pouvoir partager des infrastructures et donc économiser monétairement, mais aussi alléger notre bilan carbone, une des clés, c'est la densité. Il y en a d'autres. Je ne peux pas faire un cours d'urbanisme ici, je ne me le permettrai pas, mais rapprocher suffisamment les personnes et les entreprises les unes des autres, c'est vraiment une clé, et c'est une clé à la fois environnementale, économique et sociale. Je précise que je parle bien de densité sur le territoire, donc c'est-à-dire d'avoir suffisamment de personnes sur le même hectare, par exemple, de terre. C'est ça qui nous évite de nous étaler et puis d'éliminer les terres agricoles et les milieux naturels. Je ne parle pas ici de la taille des agglomérations. Ça, c'est vraiment autre chose et ça n'a pas nécessairement de lien avec la densité. D'ailleurs, dans la région métropolitaine de Montréal, par exemple, qui est la plus grande région au Québec, il y a des milieux très denses et il y a des milieux très peu denses. Et ce dont on se rend compte, pour revenir à la question des changements climatiques, c'est qu'entre les milieux denses et les milieux peu denses, toutes choses étant égales par ailleurs, donc pour un même profil de personnes, de ménages, il y a le bilan carbone des personnes qui habitent dans les milieux les moins denses est 6 fois plus élevé que le bilan carbone des personnes qui habitent dans les milieux plus denses. C'est pour ça que je considère et que les experts considèrent et analysent que la densité est vraiment une des clés pour alléger notre bilan carbone et lutter contre les changements climatiques. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Merci. Oui, parfaitement. Merci beaucoup. Merci, Jeanne. J'aimerais juste mentionner qu'il y a François Delorme qui va devoir quitter vu qu'il a une conférence Teams à 13h30. Donc, j'aimerais le remercier au nom de tous les participants, de toute l'équipe. Donc, merci beaucoup, François. Oui, merci. Et merci aux organisateurs de cet événement. C'est vraiment hyper stimulant. Alors, merci beaucoup. Et merci, Maude, de l'animation. Merci, François. Merci, Annie. Merci. Il y a Loïc qui a posé une question super intéressante à Gabriel, si Loïc veut peut-être se mouiller. Allô. Ben oui, ma question, c'est sur l'argument de la santé. On a vu que quand on a senti que nos vies étaient menacées, notre santé était menacée par la COVID-19, on a accepté d'un coup des changements extrêmement rapides et radicaux dans nos modes de vie. Est-ce que cet argument-là, qui est aussi valable pour les changements climatiques, devrait
en fait, pourquoi cet argument-là, qui est aussi valable pour les changements climatiques, ne mène pas à une acceptabilité des mesures comme l'écofiscalité, par exemple? Oui, merci beaucoup pour votre question. Ben, en fait, il y a plusieurs questions, j'ai l'impression, à l'intérieur de ce que vous venez de mentionner. C'est intéressant parce que avec des étudiants gradués, on travaille justement, puis il y en a certains, j'ai vu, qui étaient en ligne, là, mais on travaille justement sur un peu la question générale de pourquoi, avec, par exemple, la COVID, on a accepté de faire des changements radicaux dans nos vies très rapidement, des changements majeurs qui vont avoir des conséquences sur des dizaines d'années à venir. Et finalement, pour la question des changements climatiques, on n'y arrive pas. C'est une question, puis là, il y a plein de dimensions, puis il y a la dimension évidemment économique, fiscale et tout ça, mais il y a une question aussi en lien avec nos modes de vie. Donc, on a changé nos modes de vie radicalement. Pourquoi on y était arrivé si rapidement? Moi, dans cette réflexion-là, je vois ça comme une bonne nouvelle, c'est-à-dire que plusieurs intervenants l'ont mentionné, on peut changer nos comportements. Mais ce sur quoi on s'est arrêté avec plusieurs étudiants et des collègues, c'est finalement que la santé, lorsqu'on utilise le terme santé, on amène avec nous quelque chose d'extrêmement concret qui peut nous toucher rapidement. Donc, la COVID, bien que, évidemment, la COVID, les impacts sur les sociétés, sur la santé, sont beaucoup moindres que les impacts des changements climatiques. Si on n'a pas beaucoup aimé la COVID, vraiment, il faut se préparer parce que les changements climatiques, ça va être pire. Mais avec la COVID, il y a quelque chose d'immédiat, donc il y a une variable temporelle, donc c'est immédiat, et une variable concrète. On est capable de voir des modélisations du virus. On est capable de voir le virus en tant que tel. On a tous vu les fameuses images là, du virus. Ce qu'on a de la difficulté à faire avec les changements climatiques, la représentation qu'on en a, ou que on pourrait dire la population en a, elle peut être assez vague. Je pense que de manière générale, par exemple au Québec, au Canada, on accepte le concept de changement climatique, presque tout le monde, mais la représentation, la compréhension qu'on en a, ça reste vague. Mes parents, par exemple, je leur dis changement climatique, ils disent oui, mais pour eux, comparé à un virus, le virus est très immédiat, très concret. Et c'est pour ça, en fait, je ne continuerai pas trop longtemps, mais c'est pour ça que l'OMS fait un travail très, très important depuis notamment la COP24 et un peu avant, comme la précédente. Elle essaye d'utiliser finalement la santé comme véhicule de lutte au changement climatique en essayant de transformer un petit peu l'argumentaire. Malheureusement, sauver la nature, sauver la biodiversité, ça ne fonctionne pas très bien, en tout cas, c'est dommage, mais sauver des populations, sauver des individus, surtout lorsqu'on est capable d'identifier un nombre de morts, malheureusement, il n'y a pas de compteur là, pour les morts en lien avec les changements climatiques, on pourrait, c'est environ 250 000 quand même directs chaque année aujourd'hui, sans compter les problèmes indirects. Mais donc, l'OMS fait un gros travail pour transformer un petit peu la santé comme véhicule de lutte au changement climatique, et je pense que quand on va réussir à finalement faire de l'éducation populaire et de dire que non, c'est concret, c'est aujourd'hui. La pollution atmosphérique, c'est un très bon exemple. Là. Les morts, on les vit au Québec en ce moment. Et il y a un lien direct entre pollution et GES, donc et changement climatique. Donc, je pense qu'il faut réapprendre à faire ce lien. Et aussi, comme je l'ai dit dans ma conférence, il faut se réinclure un petit peu dans l'écosystème. Notre santé est affectée parce qu'on fait partie de l'écosystème. Merci beaucoup, Gabriel. C'est ce qui conclut notre période de questions qui était d'autant plus pertinente que toutes les interventions qu'on a pu avoir précédemment. Donc, moi, je vais terminer là-dessus en passant le flambeau à Annie Chaloux qui aimerait dire le mot de la fin. Donc, je remercie tout le monde, tous les participants et les experts. Puis, Annie, à toi la parole. Problème de micro. Donc, merci tout le monde. Je tenais peut-être à prendre quelques instants pour remercier d'abord chaleureusement notre animatrice Maude qui a accepté d'animer ce bar des sciences et le lancement de cet ouvrage-là. Cette générosité-là en temps puis en énergie, mais c'est vraiment très apprécié.
Je voudrais aussi remercier nos partenaires financiers au Climatoscope qui nous appuient depuis les tout débuts, tant dans les barres des sciences que dans notre revue. Donc, l'Université de Sherbrooke, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, les fonds de recherche du Québec et le Fonds vert qui nous appuient dans tous ces projets. J'aimerais aussi prendre un petit instant pour remercier les PUC, donc les presses de l'Université du Québec, qui ont cru en ce projet-là et qui nous ont appuyés à toutes les étapes du projet, dont ce lancement. D'ailleurs, dans quelques instants, je vais vous parler d'un petit rabais qui s'offre à vous si vous voulez vous procurer l'ouvrage. Je voudrais aussi remercier tous les conférenciers d'avoir accepté de se prêter au jeu et vraiment d'avoir permis d'avoir ces réflexions-là sur la crise climatique. Et un merci à l'équipe d'auteurs parce que je vous le dis, je travaille avec une équipe du tonnerre. Cette équipe-là, c'est vraiment une équipe de très, très haut niveau et c'est un privilège de pouvoir au quotidien travailler avec vous dans la rédaction de différents ouvrages et projets. Et bien sûr, bien, merci à vous tous du public d'avoir permis à cet événement-là de prendre vie. Et donc, ce que vous voyez sur l'écran, c'est un rabais que les presses de l'Université du Québec vous offrent si vous souhaitez acheter l'ouvrage dès maintenant. Donc, c'est un rabais de 20 % qui est valable pour aujourd'hui et demain, jusqu'à demain soir. Donc, vous avez simplement à inscrire le code rabais si vous voulez l'obtenir. Donc, merci à vous tous, simplement, et au plaisir de vous revoir pour d'autres activités du Climatoscope. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Donc, je vous souhaite un bel après-midi, puis je pense qu'on va pouvoir tous quitter la séance. Donc, merci Annie, merci Jeanne et tous les autres. Merci Maud. Aujourd'hui. Merci.